Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission des Mardis de la parentalité organisée par la CAF Touraine. Ce soir, nous abordons un sujet d'actualité, un sujet qui est complexe, peut-être difficile à comprendre, à envisager, mais qui fait partie de la réalité de notre société. Nous parlons des questions autour du genre, de l'orientation sexuelle et de transidentité. Le sujet est difficile car il ne s'agit pas seulement d'une question d'identité, c'est aussi une question du lien à l'autre, aux autres. Pour des parents, ne pas savoir, c'est le début de la difficulté et souvent les enfants et les ados savent mieux que nous. Donc dans cette émission, nous avons la volonté d'aborder des clés de compréhension afin de mieux comprendre ce que le jeune, son enfant, ressent, vit et de permettre d'identifier des ressources pour les parents et les familles en général. Pour participer à cette émission, vous pouvez échanger en direct avec nous via le chat sur la chaîne YouTube que vous utilisez actuellement. Et pour échanger ce soir avec moi, je suis accompagnée de 3 invités. Nous avons Dr Marc Filâtre. Vous êtes psychiatre au Centre hospitalier universitaire de Tours, à la Maison des adolescents 37 et au réseau RCP, Réunion de concertation pluridisciplinaire, identité de genre 37. Bonsoir Marc. Bonsoir. Sarah Duris, vous êtes chargée d'animation au centre LGBTI de Tours, centre lesbien, gay, bisexuel, transgenre et intersexe. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Et Christophe Desportes-Guilloux, vous êtes bénévole au GAGL 45, groupe Action Gay et Lesbien Loiret, centre LGBT+, d'Orléans. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Donc merci à vous de participer avec nous ce soir. Nous allons donc développer plusieurs propos autour de cette thématique ensemble, avec vos témoignages, vos expériences et puis aussi des vidéos, des ressources que vous nous avez apportées. Donc la première notion que nous voulions nous attacher à comprendre ce soir, ce sont les différentes notions qui gravitent autour de la question du genre. Donc identité de genre, expression de genre, sexe, quelle est la différence ? Et de quoi parle-t-on quand on évoque l'orientation sexuelle ? Alors Christophe, est-ce que vous pourriez commencer et nous éclairer sur ce sujet, s'il vous plaît ? Oui, on s'est aperçu dans nos associations que la première difficulté à laquelle les parents étaient confrontés, c'est leur différence de connaissance du vocabulaire par rapport à leurs jeunes, à leurs ados. Voilà, il nous semble toujours nécessaire de faire un premier point là-dessus. Et donc c'est ce qu'on va faire grâce à un personnage que j'ai amené avec moi. Voilà. Tout le monde reconnaît, tout le monde reconnaît ce personnage. En français, d'ailleurs, on dit que c'est. On va déjà commencer à parler de genre tout de suite. En français, on dit que c'est un bonhomme en pain d'épices. Les Anglais disent gingerbread person, c'est-à-dire en français, c'est un bonhomme, c'est un garçon, il est de genre masculin. Et pour les Anglais, c'est une personne sans genre identifié. En fait, on a fait un jeu de mots avec ce gingerbread qu'on a transformé, avec nos amis anglo-saxons, ont transformé en genderbread, le pain du genre. Et en fait, quand je présente cela pour des professionnels ou des parents, la question que je pose, c'est et ce personnage en pain d'épices, est-ce que c'est une fille ou est-ce que c'est un garçon ? Et en général, on me répond, en fait, on ne peut pas savoir parce qu'on ne voit pas ses organes sexuels, on ne voit pas ses vêtements, on ne voit pas ses cheveux, sa barbe éventuellement. Et parfois même on me dit, mais en fait, c'est pas très important de savoir son genre, sauf qu'en fait, dans nos sociétés, le fait de connaître le genre des personnes, c'est quasi indispensable ou quasi automatique quand on croise et qu'on veut parler aux gens. Si on se balade dans la rue, si on est dans les transports en commun, face à quelqu'un dont on n'identifie pas s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon, d'une femme ou d'un homme, eh bien parfois on va bloquer et puis on va passer un certain temps et essayer de trouver des indices pour savoir si c'est une personne de genre féminin ou de genre masculin. En fait, les seuls éléments que l'on a pour identifier le genre des personnes que l'on croise, c'est l'expression de genre. L'expression de genre, c'est ce que notre corps exprime, ce qu'on exprime nous-mêmes. En général, moi, on considère que j'ai une expression de genre masculine, et donc on me dit bonjour monsieur. On me dit rarement bonjour madame. Les gens s'appuient là-dessus pour me genrer au masculin. Mes vêtements, peut-être ma voix. La voix, c'est un indice important du genre. Et puis peut-être aussi la pilosité, la barbe, le système capillaire qui me tient un lieu de cheveux. Et c'est avec cela que les gens me genrent au masculin. Les gens qui me genrent au masculin ne connaissent pas mon état civil et ils n'ont pas vu, a priori, mes organes sexuels. Et
c'est là qu'on comprend qu'en fait, le genre, c'est quelque chose qui est un peu décroché de la notion biologique du sexe. Le sexe biologique, c'est une réalité, euh, mais une réalité en général à laquelle on n'a pas accès, ou en tout cas à laquelle on n'a pas accès pour la plupart des personnes que l'on côtoie. Ces deux éléments de l'identité de chacun et de chacune d'entre nous, lorsque ces deux éléments sont en décalage, lorsqu'en fait on sait que quelqu'un est un homme, mais qu'on trouve que l'expression de genre de cet homme n'est pas très masculine, est un peu féminine, voire très féminine, ou lorsqu'on sait que c'est une femme et qu'on la trouve très masculine, souvent on va en conclure quelque chose en termes, sur un autre élément de son identité, en termes d'orientation sexuelle. Alors même qu'on sait que c'est en fait juste des stéréotypes, on imagine qu'une femme masculine ou qu'un homme féminin, ce sont des personnes homosexuelles. Alors même, encore une fois, qu'on connaît tous des hommes tout à fait hétérosexuels et pas très virils, des femmes tout à fait hétérosexuelles et plutôt masculines, et c'est la même chose pour les personnes homosexuelles. Il n'empêche qu'on a ces stéréotypes en tête. En fait, là, on a, avec ces trois éléments, l'expression de genre, le sexe et l'orientation sexuelle, trois registres différents de l'identité de chacun, évidemment qui communiquent entre eux, puisqu'on est une seule personne, mais on a ces trois éléments qui sont des éléments séparés. Et puis il y a un quatrième registre de l'identité, et c'est celui dont on va parler beaucoup ce soir, c'est ce qu'on appelle l'identité de genre. Et comme vous le voyez sur le petit personnage, l'identité de genre, c'est la flèche orange tout en haut, et c'est le cerveau. En fait, l'identité de genre, c'est pas juste une invention de militants d'associations, c'est une notion qui existe depuis longtemps et qui est même dans la loi française depuis 2016. L'identité de genre, elle fait référence à l'expérience intime que chacune et chacun a de son genre. Ça veut juste dire, si je me sens femme, je suis une femme, si je me sens homme, je suis un homme. Et donc, on comprend là aussi que l'identité de genre, c'est un élément qui est séparé du sexe biologique, qui peut être en lien. Moi, il se trouve que je m'identifie homme et qu'à la naissance, on a dit à mes parents, c'est un garçon. Mais cette identité de genre, en fait, si à la naissance, on assigne à chacune et chacun un genre, c'est parce qu'on s'est aperçu que dans notre humanité, dans la quasi-totalité des cas, quand les personnes ont des organes sexuels femelles, elles vont se sentir femmes. Quand les personnes ont des organes sexuels mâles, elles vont se sentir hommes. Dans la quasi-totalité des cas, mais il y a un pourcentage non négligeable où ça ne matche pas, où on va avoir d'autres réalités, et c'est ce qu'on va appeler les personnes transgenres, les personnes qui ne s'identifient pas dans le genre qu'on leur a assigné à la naissance. Alors, j'espère que je n'ai pas complètement perdu les personnes qui nous écoutent. Je vais compliquer un petit peu le schéma. Là, je suis resté sur quelque chose de très binaire. Et la question de la binarité et de la non-binarité, c'est des questions qui traversent aussi notre société depuis quelque temps. L'expression de genre, je reviens sur la flèche du bas de la présentation. J'avais indiqué que l'expression de genre, elle était féminine ou masculine, mais en fait, il y a plein de possibilités. Et quand on est à mi-chemin de l'expression de genre féminine et de l'expression de genre masculine, on est androgyne. Il y a des personnes qui, pour être bien dans notre société, pour être à l'aise avec les autres, ont besoin d'être sur une expression de genre très androgyne. Et puis cette expression de genre, elle peut varier aussi en fonction de la journée, de l'époque, de l'âge. Voilà, il y a des gens qui vont varier dans leur expression de genre pour être bien tout simplement avec elles-mêmes et avec les autres. Sur l'orientation sexuelle, là aussi j'ai été très binaire, j'ai mis deux orientations sexuelles, hétérosexuelle, homosexuelle, là tout le monde connaît ces deux mots-là. Et là encore, en fait, on a une grande variété d'orientations sexuelles. J'en ai positionné une à mi-chemin entre hétérosexuel et homosexuel, c'est bisexuel, donc des personnes attirées et par l'autre sexe et par le même sexe. Et puis il y en a beaucoup d'autres, et entre autres les adolescents, depuis quelque temps, on en a un certain nombre qui nous disent je suis pansexuel. Et alors là, ça commence à effrayer les adultes qui n'ont pas entendu ce mot, ou en tout cas pour qui ça ne veut pas dire grand-chose. Pansexuel, le préfixe pan, P-A-N, on le connaît, on l'a retrouvé depuis quelques temps avec la pandémie. La pandémie, c'est une épidémie qui se répand. Eh bien, la question de la pansexualité, c'est une orientation sexuelle qui est en expansion. Les personnes pansexuelles, on a des jeunes qui nous disent je suis pan parce que j'aime tout le monde. En fait, on s'aperçoit que là, on parle d'orientation sexuelle, donc c'est pas seulement aimer, c'est aussi peut-être avoir
une attirance sexuelle et avoir envie de coucher avec la personne. Est-ce qu'on a envie de coucher avec tout le monde? Je ne suis pas sûr. Mais pansexuel, en fait, les personnes qui nous regardent ce soir et qui nous écoutent ce soir peuvent essayer de comprendre ce que ça veut dire. Si elles savent qu'elles sont hétérosexuelles, alors imaginons, il y a des femmes hétérosexuelles qui nous regardent ce soir, c'est donc qu'elles sont attirées par des hommes. Peut-être par un en particulier d'ailleurs, mais elles sont attirées par des hommes. Il faut qu'elles essaient d'imaginer, est-ce qu'elles pourraient être attirées aussi par un homme transgenre? C'est-à-dire quelqu'un qui s'identifie comme homme, qui a sans doute l'apparence d'un homme, mais à la naissance, on a dit à ses parents, c'est une fille. Si les personnes qui sont hétérosexuelles, qui sont des femmes hétérosexuelles, sont aussi attirées par des hommes transgenres, alors peut-être qu'elles ne sont pas complètement hétérosexuelles, mais peut-être plutôt pansexuelles. La pansexualité, ça intègre dans le champ de l'orientation sexuelle les personnes transgenres, les personnes qui sont dans les minorités de genre. Alors au niveau du sexe, est-ce qu'on a autre chose que femelle et mâle? En général, on pense que non, on a l'impression que voilà, il y a deux possibilités. Le corps est soit femelle, soit mâle. En fait, il faut se souvenir que lorsque le fœtus se développe au début de la grossesse, pendant les 6-7 premières semaines de la grossesse, les organes sexuels ne sont pas différenciés. C'est le même organe qui va devenir soit un pénis, soit un clitoris. Les mêmes organes qui vont donner soit les testicules, soit les ovaires, les mêmes organes qui vont donner soit les lèvres, soit le scrotum, les bourses. Et à partir de la 6e, 7e semaine, c'est sous l'effet, pour simplifier, d'un cocktail composé des chromosomes, des hormones, des gènes, que les organes sexuels vont se différencier. Quasiment tout le temps. Mais là encore, on a une petite partie de la population où cette différenciation sexuelle va pas s'opérer ou va pas s'opérer pour donner le modèle catalogue. Et on va avoir à la naissance des personnes qui connaissent des variations du développement sexuel. Et la variation ultime du développement sexuel, c'est ce qu'on appelle les personnes intersexes. À la naissance d'un enfant intersexe, on n'est pas en capacité de dire si c'est une fille ou si c'est un garçon, parce que les organes sexuels ne le permettent pas. Ça fait partie d'ailleurs, l'intersexualité, d'un grand sujet qui va se développer, parce que actuellement on ne sait pas vraiment quoi faire dans notre société des personnes intersexes, et parfois quand on fait quelque chose du point de vue médical, on ne le fait pas très bien. Et pour terminer sur la débinarisation de mon petit dessin, j'ai mis que sur l'identité de genre, il y avait femme et homme. Là encore, on a de plus en plus de personnes qui s'identifient comme n'étant pas dans l'une de ces deux cases. Alors, elles vont utiliser le terme non-binaire. Non-binaire, ça recouvre plein de réalités. Ça peut vouloir dire je me sens et femme et homme, ou je me sens ni femme ni homme, ou je me sens parfois femme, parfois homme. Donc on va avoir des termes comme fluide du genre ou a-genre, pas concerné par la question du genre. La non-binarité, ça regroupe tout cela. Donc vous voyez que la question de l'identité de genre, de l'expression de genre, du sexe et de l'orientation sexuelle, elles sont souvent plus complexes que ce qu'on imagine, mais on a vraiment besoin de travailler sur ces sujets. On a eu une étude au début du mois de juin qui est sortie, qui a été faite auprès de plusieurs milliers de personnes. Ça a été fait dans 30 pays européens, mais plusieurs milliers de personnes en France, et qui indiquait que 10% de la population française s'identifiait comme LGBTQIA+, donc dans les minorités sexuelles ou de genre, 10% de la population, et chez les moins de 25 ans, c'est 19% qui s'identifient dans les minorités d'orientation sexuelle, et 9% qui s'identifient dans les minorités de genre. Et donc, c'est pour ça que c'est un sujet d'actualité qui monte et qu'il faut qu'on accompagne maintenant. Voilà. Est-ce que on a connaissance d'autres façons d'envisager cette notion de genre? Alors là, je regarde Sarah. Oui, bien sûr. Bien sûr. Au contraire, c'est absolument pas inné. Ça va pas de soi. En tout cas, pour certaines personnes, je pense, et c'est parfaitement ok de le dire. Je pense que parfois, on vit aussi sous le poids de croyances
qu'on pense comme établies, comme des vérités immuables. Comme tu l'as très bien dit, Christophe, tous ces sujets-là sont extrêmement complexes. Il y a une variété de combinaisons incroyables et il y a autant de réalités qu'il y a de personnes concernées au final. C'est pas une question de morale de dire c'est bien, c'est mal, c'est vrai, c'est faux. Ce sont des réalités et il faut vivre avec son temps, il faut vivre aussi avec ces personnes et que tout le monde vive bien au final ensemble, puisque c'est un peu la finalité de la société, c'est que tout le monde vive bien ensemble. Sur les questions des témoins dans l'histoire sur l'échelle de l'humanité, oui, bien sûr, on a des traces. Alors, ce que le temps a bien voulu nous laisser, comme je le disais tout à l'heure en rigolant, je ne suis absolument pas ethnologue. Par contre, si on lit un petit peu, si on sait trouver des ressources, on va trouver des écrits très anciens qui vont parfois aller jusqu'à 4000 ans avant Jésus-Christ, avec des écrits qui stipulent bien que le féminin et le masculin ne sont pas juste deux monolithes qui s'affrontent, mais bien qu'il y a parfois un rapport poreux, voire perméable entre le féminin et le masculin, voire même laisser une place à un troisième genre, un quatrième genre ou un cinquième genre en fonction du lieu géographique dont on parle, et que ce soit en Océanie, que ce soit en Inde, que ce soit, on parlait tout à l'heure du Japon, de l'Asie, que ce soit des Inuits, que ce soit de l'Amérique du Nord ou du Sud. Partout, on a des traces de justement cette porosité dans le genre. Et donc pas juste ces vérités, ces deux monolithes qui s'affrontent, comme je le disais. Et puis cette possibilité dans les sociétés de vivre avec une décorrélation, une dissociation du genre et du sexe biologique. Pour citer quelques exemples, et il y en a certaines d'ailleurs, c'est assez marrant, qui se font écho, alors que pourtant elles n'ont pas forcément, je pense pas communiqué au fil des siècles entre elles, mais dans certaines sociétés africaines, dans certaines sociétés mésopotamiennes, ou bien des Inuits, par exemple, si vous aviez des problèmes de filiation dans le cadre d'un héritage, par exemple, et que l'héritage allait partir à volo et être restitué à l'État, une femme pouvait basculer vers le genre masculin afin de récupérer l'héritage de son père. C'était complètement admis, c'était complètement OK. Elle pouvait jouir des prérogatives des hommes tout en conservant également les prérogatives des femmes. Les Inuits, c'est assez fabuleux. Si dans une fratrie, on n'avait pas assez d'hommes ou assez de femmes pour remplir certaines tâches qui incombent à la tribu, on allait élever tel ou tel enfant de telle manière afin que l'équilibre soit retrouvé. Et encore une fois, ces communautés, ces collectivités, ces groupes d'individus n'ont jamais communiqué entre eux, mais en tout cas, on retrouve des points de similitude et c'est assez fabuleux. Encore une fois, la question de la morale là-dessus, c'est pas de savoir si c'est bien ou mal, c'est que c'est une réalité et il faut vivre avec ces réalités. Et j'ai cité donc bon nombre d'individus au fil des siècles sur l'échelle de l'histoire de l'humanité, mais j'ai donc proposé en ressources une vidéo qui traite donc des deux esprits dans certaines tribus amérindiennes. D'ailleurs, c'est France Info, il me semble, qui a fait ce petit format. Elle dure 2 minutes, elle est extrêmement inspirante d'une part et intéressante sur la question du genre. Eh bien, c'est parti pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des êtres aux deux esprits. En France, pour beaucoup, ce serait compliqué de concevoir qu'il existe un troisième genre. Vous avez une pièce d'identité ? Ah, c'est gratuit pour les neutres ce soir. Eh bien, les tribus amérindiennes distinguaient jusqu'à 5 genres. Féminin, masculin, deux esprits féminins, deux esprits masculins et transgenres. Les êtres aux deux esprits, ils sont vraiment super intéressants. Imaginez une personne qui abrite une identité double, à la fois féminine et masculine. Ce peut être un homme au sens biologique du terme, qui se sent femme, ou une femme qui se sent homme. Ça ne plaisait pas vraiment aux colons européens qui les surnommaient les sodomites. Bah. Or, pour les Amérindiens, la capacité de voir à travers les yeux des deux sexes était une bénédiction divine. Dans les tribus, les enfants étaient vêtus d'habits neutres, avant de pouvoir choisir leur identité. Le plus important, ce n'était pas l'identité sexuelle, mais l'utilité dans la société. Ainsi, les êtres aux deux esprits étaient très respectés chez les Navarros, ils étaient même gages de prospérité pour leur famille. Ils pouvaient aussi bien faire la guerre, comme s'occuper du foyer. Et ils se mariaient avec la personne de leur choix, qu'elle soit de même sexe ou pas. L'un des plus célèbres êtres aux deux esprits de l'histoire, c'est Ochtich, né en 1854. Son autre nom, Trouvelé et Tulé. Ce guerrier Lakota, né homme, vivait comme une femme et en a épousé une.
Un jour, Ochtich a été célébré pour sa bravoure, après avoir sauvé un membre de sa tribu pendant la bataille de Rosebud. Puis au XXe siècle, le gouvernement, par l'intermédiaire du Bureau des Affaires indiennes, a forcé les Amérindiens à se conformer à leurs standards. Mais depuis les années 90, cette diversité des genres traditionnels se réaffirme. Des communautés d'êtres aux deux esprits se réunissent pour se battre contre les discriminations. Merci pour cet apport, Sarah. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi le choix de nous partager cette vidéo? D'une part parce que ça étaye le propos, je pense que c'est important. D'autre part parce que ça rapporte également de la visibilité aux deux esprits qui, il faut bien l'admettre, sont des personnes, des individus qui ont été décimés massivement par les colons, différentes époques justement de la colonisation de l'Amérique du Nord. Comme c'est très justement dit à la fin de la vidéo, il y a une réappropriation justement des deux esprits dans les communautés à partir des années 90 et je pense que c'est très important de dire que ce sont bien des sujets d'actualité, absolument pas quelque chose qui révolue dans le temps à l'époque des westerns, quoi, quelque part pour simplifier un petit peu. Et d'autre part parce que je trouve ça extrêmement intéressant de voir avec quelle facilité, avec quelle fluidité c'était possible, admis, qu'en réalité, ce n'était pas juste une question, comme je le disais, de sexe biologique correspond à un genre, mais que c'était aussi dans le fonctionnement social de la tribu, que parfois certains individus, deux esprits, avaient aussi un gros rôle religieux. D'ailleurs, Christophe, je crois que lorsqu'on a échangé, tu as dit quelque chose, peut-être que tu veux... Oui, ça existe dans d'autres cultures également. J'ai vu récemment au Japon l'exemple d'un moine bouddhiste queer qui marche avec des hauts talons et avec la bénédiction de son maître bouddhiste. Et voilà, toutes les religions ne sont pas absolument fermées sur la réalité du genre. On a la même chose avec les hijras, on a effectivement, oui, plein d'exemples. Et je pense que c'est important, je ne suis pas en train de dire qu'il faut adopter des coutumes ou des rituels ou bien une manière de penser, parce que ce n'est pas forcément possible de s'extraire complètement de sa culture. Par contre, c'est quand même important de dézoomer un petit peu, puisqu'on est tous un peu victimes quelque part d'ethnocentrisme culturel ou religieux, et que c'est important aussi d'aller regarder ce qui se fait ailleurs, et le champ des possibles est très large. Et ce qui était intéressant aussi en proposant cette vidéo, c'était de pouvoir dire ce pas de côté, en fait, comment on peut regarder à côté de chez nous, regarder quand on parle de sujets d'actualité, mais aussi, en fait, auparavant, il y a eu des réflexions, et puis des façons d'envisager la vie, le genre différemment, des souplesses, et sans forcément de questionnement plus que tous ceux qu'on peut rencontrer autour de cette question du genre. Est-ce que toute cette notion liée autour du genre et de l'orientation sexuelle, ce sont des questions qui sont principalement pendant l'adolescence, en fait, qui sont posées par les adolescents? C'est une question tout à fait centrale là qu'on va aborder. Alors justement, c'est bien de mettre les deux choses en parallèle, puisque il y a quelque chose qui me semble tout à fait important, et je vais en profiter pour citer ça au passage. C'est-à-dire que pour les plus âgés d'entre nous, on a l'expérience d'il y a 40 ans de la façon dont on a traité à la fois soi-même, les personnes en elles-mêmes, les entourages, les professionnels, les adultes accompagnants, en fait non familiaux, la question de l'homosexualité. Et on va retrouver dans le traitement, effectivement, de la transidentité exactement les mêmes façons de penser ou d'éviter de penser, justement, par rapport à ce qui vient d'être dit, sur les difficultés à changer de regard culturel. On va le trouver aussi dans la transidentité. Et donc, un point qui va faire vraiment beaucoup débat actuellement, et qui va faire que les gens sont très inquiets, voire s'affrontent, c'est la question justement de l'adolescence. Est-ce que ce qu'on voit chez les adolescents actuellement correspond à un moment de passage adolescent ou pas? Alors moi qui suis donc clinicien de différentes manières et qui, donc comme ça a été rappelé tout à l'heure, travaille dans une unité d'adolescents à l'hôpital et aussi en thérapie familiale, je pense que cette question-là n'a absolument rien à voir avec le processus adolescent, tous les enjeux de cette période de la vie. Alors, si vous voulez, je peux prendre deux exemples
qui montrent que, effectivement, c'est à mon avis, et de l'avis d'un certain nombre d'autres personnes, et à mon avis des personnes concernées, une erreur de penser que ça a grand-chose à voir avec l'adolescence. Alors, avec l'adolescence. Évidemment, ça a à voir avec l'adolescence, parce qu'évidemment, comme le corps change, et on a vu cette intrication avec beaucoup de niveaux, bien entendu, l'adolescence va, la puberté plus particulièrement, va obliger à se reposer un certain nombre de questions. Mais dans le fond, ça n'a pas grand-chose à voir. La première raison, tout à l'heure, donc Christophe a abordé ce qui se passe au niveau de la naissance. Sur l'anatomie, on va décider d'un genre, ce qui sont bien sûr deux choses différentes, comme ça a été rappelé. Petite question, à quel âge un enfant sait qu'il est vu comme un garçon ou comme une fille? 2 ans, 3 ans. Ça veut dire qu'à partir de 2 ans, 3 ans, un enfant qui ne serait pas dans les ressentis correspondant à ce qu'il devrait ressentir va commencer à être en difficulté. Bien entendu, entre 2 ans et très largement quelques années plus tard, il ne va pas se dire « je ne suis pas dans le bon genre ». Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des souffrances, il va être en difficulté dans les rapports avec soi-même, dans les rapports avec les autres, même s'il paraît intégré, il va être en dehors, etc. Et donc, il y a des enfants qui vont être dans des situations personnelles tout à fait particulières, même si au niveau de l'adolescence, ça va prendre sens, et on va parler de lui, son entourage, de transidentité. En tout cas, ça va avoir des effets qui ne vont pas être nommés pendant longtemps et tout. Donc, quelque chose qui commence à 2-3 ans, pour moi, c'est pas un problème ado. On ne peut pas dire que ça commence à 2-3 ans et après mettre en avant le fait que c'est une problématique adolescente. Donc là, il y a déjà quelque chose sur le simple plan de la logique qui ne colle pas, qui ne fonctionne pas. Donc ça, c'est une première chose. En tant que psychiatre, je voudrais faire une deuxième remarque pour dire que ça ne colle pas du tout avec les problématiques adolescentes. Le travail de l'adolescence, et donc des adolescents et des adolescentes, c'est, pour faire très vite, très simple, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on est obligé d'en dire un petit mot, c'est finalement de dire « je suis moi dans une famille dont je ne peux pas me passer ». Enfin, dans un groupe social, mais c'est encore la famille à ce moment-là. Donc il y a une exigence d'être différent des autres, tout en ne l'étant pas trop pour rester accordé, participant à cette micro-société qu'est la famille, et puis après la famille de façon beaucoup plus large. Donc l'adolescent va faire dans ce travail de l'adolescence un certain nombre de provocations, de choses. Ça peut être dans tous les domaines. Ça pourrait être aussi dans le domaine du genre, hein, bien entendu. Sauf que quand l'adolescent sait que ce qu'il met en avant ne lui correspond pas, que c'est une provocation pour faire réagir les parents, pour mettre des choses en œuvre et se positionner par rapport à ça, et que les parents disent « Ah ben, tu fais comme tu veux, tu es notre enfant, on accepte tout de toi », non seulement ça n'aide pas l'adolescent à se développer, ça on le sait, mais en plus ça lui fait peur, parce qu'il ne peut pas compter sur ses parents, et c'est très déstabilisant pour les ados. Donc quand on fait ça dans un processus adolescent, ça conduit généralement à des difficultés, pour ne pas dire parfois des catastrophes. Je travaille dans un service d'hospitalisation, je peux dire que des fois ça aboutit à des catastrophes. Eh bien, deuxième argument pour dire qu'il ne s'agit pas de ça, c'est que pour la transidentité, quand même dire à ses parents qu'on n'est pas dans le genre qu'ils ont cru depuis la naissance, c'est quand même pas une petite chose, c'est assez fort, assez lourd. Et là, quand les parents suivent, non seulement ça n'inquiète pas l'adolescent, non seulement ça n'aggrave pas sa situation, mais ça l'améliore. Ce qui est tout à fait à l'inverse du fonctionnement psychopathologique des positionnements inadéquats des parents. Et ça aussi, c'est quelque chose que souvent on ne voit pas. C'est-à-dire que dans nos consultations, la grande majorité des adolescents qu'on écoute et qu'on suit, les professionnels bien sûr, mais les parents et tout, s'améliorent, et de façon spectaculaire qu'on voit rarement dans nos consultations. Donc voilà, il y en a d'autres qui montrent que ce n'est pas du tout les enjeux que certains mettent en avant et que les parents, qui inquiètent les parents. Et donc,
une question qu'on peut se poser, dans la continuité de ce qui a été dit tout à l'heure, c'est finalement, est-ce que cette période de l'adolescence, le fait qu'il faille prendre son temps, qu'il ne faut pas se précipiter, ce qui est d'ailleurs absolument horrible pour les jeunes, puisque eux, ils ont été mal pendant longtemps, ils ont une réponse à ce qu'ils pourraient faire qui vont mieux, et on leur dit, ah non, surtout pas, il faut prendre son temps encore, c'est insupportable. Mais on comprend les parents qui, eux, ne voyaient rien et qui, à un moment, sont obligés de faire avec quelque chose, un ado qui va mal, et en plus, selon eux, en plus, ce qui n'est pas en plus, mais ils sont transgenres. Donc eux, ils ont besoin de temps, c'est tout à fait normal. Mais c'est pas parce qu'ils en ont besoin que c'est une bonne chose pour l'adolescent. Voilà, donc c'est deux choses qui font que finalement, parfois, c'est l'adolescence qui va servir aux adultes pour pouvoir dire, moi, je suis pas prêt à accepter de changer. Voilà, donc on va prendre notre temps, mais c'est plus dans l'intérêt souvent des adultes, je parle pas que des parents, des adultes, que des adolescents. Et ça, je pense qu'il est important de réfléchir là-dessus avant de prendre des décisions par rapport à tout ça. On parlait d'annonces. Là, vous étiez en train de dire aussi à un moment comment je peux signifier à mes parents. Si on fait un petit point vocabulaire, qu'est-ce que c'est qu'un coming out? Un mot anglais qu'on utilise. C'est une révélation que l'on fait en confiance et avec son consentement plein, puisque l'annonce ne peut se faire que par la personne qui souhaite le dire et qui souhaite le partager avec des personnes de confiance. C'est bien évidemment à la fois dans son entourage, mais ça peut être dans son cercle amical, ça peut être au travail, ça peut être à l'école. Voilà, c'est la révélation qu'on fait aux autres de ce que l'on ressent, de l'expérience, comme tu disais, de l'intime que l'on a fait sur soi, puisque, comme tu le disais, Marc, c'est une longue réflexion, c'est pas quelque chose qui vient dans la nuit, et c'est quelque chose que l'on partage avec le monde. L'annonce aux autres. Et alors, quand on a préparé cette émission, pour tout dévoiler, vous m'aviez parlé aussi d'une notion que moi, en tout cas, je ne connaissais pas du tout, qui est le coming in aussi. Alors, encore un mot anglais. Du coup, entre l'annonce, la révélation, comme vous le disiez, Sarah, le coming in, quelle est la différence? Alors, le coming in, il est moins utilisé en dehors de la communauté LGBTI, et c'est quelque chose sur lequel tu avais insisté, Christophe, et c'est vrai, je veux dire, on connaît à peu près tous coming out, et si on ne le connaît pas, c'est pas grave. Coming in, c'est lorsque le ressenti se fait connaître à l'intérieur de soi, c'est-à-dire qu'on a un profond ressenti, des intuitions très fortes, et la révélation se fait à soi-même. Ça peut être coming in à l'intérieur, out à l'extérieur. Parce que si je peux dire un petit mot par rapport à ça, il faut voir que le travail que les parents ou les proches auront à faire, finalement, de mettre ça en sens, le jeune l'a fait dans sa tête avec souvent, on le voit en clinique, les mêmes résistances, puisque les ados, avant même d'être ados, voient bien les difficultés auxquelles ça va les exposer. Donc voilà, on reviendra peut-être là-dessus aussi. Oui, alors c'est vrai que je pense que c'est une notion qui était importante aussi à transmettre en préparant cette émission. C'était, quand vous parlez de difficultés, en fait, c'est effectivement de pouvoir identifier que pour la personne qui fait son coming out, qui fait l'annonce, c'est aussi être passé par des moments d'introspection, de difficultés, et puis aussi cette fameuse histoire du choix. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que ce n'est pas un choix? Clairement, quand on a discuté, ce n'est pas un choix. C'était ce que vous avez rapporté, en fait, ce que je vais annoncer aujourd'hui à ma famille, à mes amis, révéler, ce n'est pas un choix. Oui. S'il y a un choix, c'est le choix de l'assumer et de l'annoncer. Mais, à vrai dire, toutes les personnes homosexuelles que je connais me disent, franchement, quand j'étais jeune, je me disais, mais pourquoi je ne suis pas hétéro? C'est que, et on peut multiplier les exemples. Et quand on voit un certain nombre de difficultés que traversent des personnes transgenres, beaucoup sans doute auraient préféré ne pas l'être. Donc pour le coup, c'est vraiment pas un choix. Dans nos associations, aussi bien à Tours qu'à Orléans, on reçoit des personnes migrantes LGBT qui ont dû quitter leur pays parce que, en raison de leur appartenance à une minorité de genre ou à une minorité sexuelle, elles sont persécutées. Toutes nous disent, mais moi si j'avais pu, j'aurais été hétéro ou cisgenre.
Et donc, C'est un constat que vous partagez. c'est vraiment tous dans important de vos comprendre ça. rencontres, On ne peut rien y faire. Enfin, et on voit bien que les thérapies de conversion, on pourrait faire la même chose avec les transgenres. Ça ne sert à rien. C'est de la souffrance totalement inutile. La question du choix, nous, on a en général une petite parade lorsqu'on fait des interventions en milieu scolaire, puisque ça ne part pas forcément de la malveillance, mais très souvent on a l'impression que c'est un choix. Oui, bah, tu fais le choix de t'assumer. Oui, le choix de s'assumer. Il faut faire la distinction entre le choix d'être et le choix d'assumer qui on est. C'est pas tout à fait la même chose. Et très souvent, c'est vrai qu'on dépeint dans le pire des cas ce qui peut se passer, notamment dans le milieu scolaire. Au pire, hein, quand on pousse vraiment le curseur, peut y avoir du décrochage scolaire, peut y avoir une altération du comportement alimentaire, une chute des notes, on se retourne sur soi-même, on est très exclu aussi, on est harcelé, il peut y avoir des propos ou des violences physiques. Et très souvent, quand on arrive un peu au bout de tout ce constat-là, qu'est-ce qui peut arriver de pire aux personnes LGBTI en tant que personnes opprimées, qui ferait ce plan, qui ferait ce choix de carrière personnel, de vivre tout ça? Quel est l'intérêt? Je veux dire, l'intérêt in fine, c'est d'être heureux, c'est sûr, et c'est pour ça qu'on met en place notamment des interventions en milieu scolaire, mais aussi des formations en milieu professionnel, mais aussi on essaie de toucher un large public, et c'est pour ça aussi, je pense aussi qu'on est là ce soir, c'est pour faire avancer le débat, mais voilà, c'est absolument pas un choix. Oui, c'est vrai que c'était vraiment important de pouvoir notifier ce que vous dites, c'est-à-dire que la difficulté première, c'est la personne qui fait cette annonce, en fait, hein, qui le ressent et qui le vit. C'est ce qui fait aussi, juste une petite seconde, parce que c'est ce qu'on voit souvent dans les consultations, c'est que très tardivement, les jeunes sont conformes, voire hyper conformes au genre de naissance. Et que souvent, les parents disent, c'est pas le plus souvent, hein, mais quand même souvent, les parents disent, mais je comprends pas, elle était hyper féminine, je comprends pas que ce soit un garçon maintenant. Mais il y a eu ces périodes aussi sur les personnes en elles-mêmes pour essayer de faire des efforts de conformisation au genre attribué. Il y a aussi tous ces passages-là que les parents peuvent rechercher dans les parcours de leurs enfants et qu'ils trouvent bien souvent. On va vous partager une autre vidéo. Pour le coup, Marc, c'est vous qui nous l'avez proposée. Alors, en 2018, en fait, Denis Parot réalise un film qui s'appelle Coming Out. C'est un documentaire dans lequel des jeunes annoncent leur homosexualité ou leur transition de genre à leur famille à travers des vidéos postées sur Internet. Ce film qui nous fait vivre ce moment de basculement intime et social qu'est le Coming Out, il a été sélectionné dans une vingtaine de festivals dans le monde. Et le choix ce soir, c'est un extrait. Donc, c'est une vidéo en anglais sous-titrée français. C'est une vidéo de 6 minutes. Donc, on voulait quand même vous l'annoncer avant. Mais vraiment, on va en rediscuter après. Mais elle illustre vraiment le processus de questionnement, la relation parent-jeune. Et il nous a vraiment semblé important de la partager avec vous. Donc, voilà. I gotta fucking do it. Hello? Yo, Hey. are you sleeping? No? Just watching TV. I just wanted to talk to you about something. What? Um, You're scaring me. no, it's nothing bad. It's nothing bad. I just don't know how to say it, and I'm gonna start to get emotional. What happened? It's not No, bad. no, Why are you getting nothing. emotional? Nothing happened because it's hard to talk about, that's all. I just don't even know how to say it, and I'm stalling right now because I'm nervous. I know, I can tell. I'm not gay. You're bi. No. Okay, that one didn't work. So a big reason that I took on the project that I did was because it's relatable to me. You want to have them change. I mean, it's not like have a it's not like have a change. I mean, it is, but it's. So, you want to be transgender? It's not that I want to be, it's that I am. What do you mean? You are. What do you mean, what do I mean? What do you mean, Ellie? Excuse me. Well, are you sad? No, I just don't understand what's happening right now.
Well, I don't want to like upset you. That's the reason why I've been putting it off. But I figured you'd be like supportive about it. No, I'm not quite sure what's happening. So tell me what's happening. You say, What don't you understand about it? so you want to go through the change, like the person you're doing the story. Here's the thing. It has nothing to do with like, I'm like influenced. Like I've felt this way my whole life. I know. What do you mean you know? I just know, I've known since you were a little girl that you were stuck in a little girl's body. And what made you think that? I don't know. It's like, for me, I think that you're like an old soul. And that you just got put in a girl's body and you should have been put in a boy's body. I don't know, I can't explain it. But, I don't know. I'm not sad or anything, Haley. How far are you? What have you done? I haven't done anything. I'm like trying to get in the process, you know. I'm still like, I don't know. It's like I've known this was how I was like my whole life, but like I didn't You didn't understand it. I didn't know that it was a thing, like. Right. And so it's probably like 5 years ago or so now, that 4 or 5 years ago, that I like realized that it was a thing. Like, I won't support you in anything, Haley. You know that. yeah, and I knew that, but it still wasn't like it still didn't make it easy to tell you. I know. It's like, there's a part of me that's like feels like I'm losing you, but then there's a part of me that feels like no, I'm not. You know what I'm saying? It's like, it's a little confusing for me. right. It's hard for anybody to understand unless they're actually going through it. So I don't expect anybody to get it. But it's like, I'm still the same person. The only thing that changes is the outside. Like, the only thing that changes is the outside. But that doesn't make me any different of a person. And I think that's sometimes hard for people to grasp. So would you change your name? Yes. Do you have any ideas what you would change your name to? Huh? What would you change your name to? Well, I feel like I've asked you this before, but what would you have named me if I was a boy? There's a couple of names I have liked. Cole. And Cole's the only thing I can think of. Well, that was the one. That was the one? Yeah, I remember you telling me a long time ago, and it just always resonated with me. Really? Yeah, I just like that name for some reason. I don't know. You're my child. I love you to death, you know. You've gone through a lot. And I don't know, I just knew there was something. Like, why is she so stubborn? Why is she like that, you know? Yeah. But things are starting to make sense to me now. Alors cette vidéo, quand on l'a découverte et puis partagée ensemble, hein, c'est vrai qu'on s'est dit qu'elle était quand même très forte en émotion. Est-ce que vous avez des réactions à nous partager justement suite à ce visionnage?
Si je l'ai proposé, c'est que ça correspond très bien à ce qu'on peut voir dans les consultations, dans les rapports avec les familles, avec les difficultés à oser parler de ça, donc à faire ce fameux coming out dont on a parlé tout à l'heure, avec le positionnement des parents qui n'est pas facile, avec la volonté de la mère d'essayer quand même de comprendre, etc. Les réactions, on a tout ce qu'on voit, et je crois que c'était important de faire découvrir à tout le monde ce qui peut se passer dans l'intimité de nos consultations, au-delà des mots. Ce qui est fort aussi, c'est le fait d'avoir en frontal cette personne qui annonce et du coup de conscientiser que l'annonce, alors on dit recevoir, l'annonce n'est pas forcément évidente, mais annoncer est aussi difficile. On sent bien que les deux là essayent de s'apprivoiser sur leur terrain mais avec une grande délicatesse, je trouve. Et puis c'est très authentique. Je suis d'accord avec ce que tu dis. On voit beaucoup de familles. La volonté suprême, c'est celle de comprendre et d'accompagner au mieux. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire que c'est pas complexe. Ça ne veut pas dire que c'est semé d'embûches. Mais il y a une volonté profonde d'accompagner, d'aimer son enfant, quoi qu'il en coûte. Et là, c'est très bien parce que c'est très pur. Au final, c'est ce qui se passe exactement. Et comme tu dis, c'est difficile à donner, c'est difficile à recevoir, mais c'est un passage aussi obligé vers le cheminement d'un individu et de son groupe familial ou de son entourage en tout cas. Il y a une phrase que moi j'avais relevée. Alors, il y en a plusieurs, mais celle-ci, c'est vrai que cette phrase, dans cette vidéo, la mère, elle dit une partie de moi a l'impression de te perdre, mais l'autre me dit que non. Et en l'écoutant, je me suis demandé, est-ce que ce sont des phrases que vous entendez de la part des parents? Oui, on a régulièrement, on en parlera peut-être tout à l'heure de ce qu'on fait avec les parents, mais on a régulièrement des parents qui nous expliquent qu'ils sont presque obligés d'entrer dans un processus de deuil. Alors, on sait tous ce qu'est un processus de deuil, mais c'est quand ils expriment cela à leur enfant, c'est quand même très difficile et très lourd à entendre pour la jeune ou le jeune qui entend que, en gros, les parents ils font le deuil de la personne alors qu'elle n'est pas morte, quoi. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est lourd. Alors, juste pour revenir sur la vidéo, ça montre bien qu'en fait la question de la transidentité, c'est pas seulement la question de qui je suis. Cole a fait le chemin pour savoir qui il était, mais ça commence à devenir compliqué quand on se dit mais le lien à l'autre, et donc là aux parents, le lien à l'autre, il risque d'être bouleversé par ce que j'ai compris que j'étais. Et sur la question du deuil, on a ce double, cette espèce de balancier autour d'un schéma un peu morbide de parents qui font le deuil de l'enfant qu'ils avaient et d'enfants qui expliquent que le prénom, c'est un terme que certains parents de jeunes trans ont pu entendre, le prénom qu'ils avaient donné à leur enfant, ce prénom est qualifié de dead name, de nom mort. Et quand on sait l'émotion, les histoires familiales qu'il peut y avoir autour du choix du prénom d'un enfant, entendre que le prénom qu'on a donné à son enfant, c'est un nom qui est mort, c'est aussi très violent. Et là, pour le coup, c'est de la violence reçue par les parents. Donc on essaye d'expliquer aux uns, aux unes et aux autres qu'en fait, dans l'histoire, personne n'est mort. Et c'est la chance qu'on a. C'est qu'en fait, on accompagne une famille où personne n'est mort. Et si on peut éviter de s'envoyer, même symboliquement, des mots autour de la mort, c'est plutôt pas mal. La question qui se pose aux familles, c'est comment on fait pour continuer l'histoire, pour que les liens qui ont été tissés continuent à être solides. Et en fait, c'est ça. Et le film illustre vraiment ça. Le lien, on sent qu'à un moment, il est un peu fragile, tout le monde est inquiet sur ce lien, et puis on comprend qu'en fait, le lien, il est consolidé au fil de la vidéo. Oui, cette question du deuil est très aussi symptomatique de quelque chose qui fait qu'il y a de la difficulté à se comprendre entre l'enfant et les parents, parce que s'il y a le deuil de quelque chose, c'est uniquement de l'image que les parents avaient de leur enfant. Parce que du côté de l'enfant, il n'y a même pas de disparition de quoi que ce soit, puisque ça n'a jamais existé. Donc, c'est pas qu'il renonce à une identité féminine ou masculine pour prendre une autre, puisque dans sa tête, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
les parents pensent qu'ils renoncent à quelque chose parce que ça l'arrange mieux, etc. Dans sa tête, il n'y a pas de renoncement puisque ça n'a jamais existé. Il y a eu un leurre, quelque chose qui n'était pas soi, et qui, donc, officiellement, on dit que c'est pas soi. C'est tout. Il n'y a pas de disparition de quoi que ce soit. Et ça, c'est ce qui fait que les parents et les enfants ont du mal à se comprendre. Et c'est vrai que dans la compréhension, hein, on s'attache, on l'a dit, on reviendra aussi dans les ressources un peu plus tard sur ce sujet, de surtout ne pas rompre le lien, hein, le dialogue, la communication. Et je trouve que dans cette vidéo, on voit aussi cette jeune personne qui essaie de trouver ses mots, qui coûte que coûte, veut essayer de se faire comprendre. Donc elle a volonté de ne pas rompre ce lien et de dire, bah voilà, c'est un passage, c'est une transition. Effectivement, voilà le choix que moi je décide d'assumer et que par conséquent qu'il va avoir des conséquences dans la famille, etc. Mais on sent vraiment voilà, cette ténacité, cette volonté de se faire comprendre et de garder Et ce ça lien. montre bien qu'on n'est pas dans le passage à l'acte. Ça montre bien qu'on n'est pas dans quelque chose qui serait complètement déconnecté de la personne. Il y a une telle attention à faire les choses ça montre bien. C'est un des autres arguments que je n'ai pas donné tout à l'heure, que ça n'avait rien à voir avec l'adolescence. C'est vraiment constitutif et toutes les ressources les plus opérationnelles de la personne sont mises au service de cette annonce. Alors, je me permets, parce qu'on a une question d'une personne qui nous dit: ça fait 2 ans que mon enfant né-fille est en souffrance. Elle ne sait pas si elle est fille, si elle est garçon. Elle en a développé une phobie sociale et scolaire. Diagnostic TSA, donc trouble du spectre autistique. Voilà, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette maman? Sur l'aspect de chronologie, je ne sais pas. En tout cas, peut-être que ça se met en place et ça devient visible par la suite, tardivement. Mais comme on disait tout à l'heure, il y a, depuis la petite enfance, mentalisé ou pas, c'est-à-dire que la personne peut le penser, ça arrive à sa conscience, on va dire, ou pas, mais il y a cette difficulté dans les rapports avec soi, avec les autres. Or, dans l'autisme, c'est aussi un élément fondamental, c'est la difficulté dans les rapports avec les autres. Donc le lien entre l'autisme et les transidentités à effet très précoce se discute. Bon, ce n'est pas du tout le sujet. Tout le monde est en train d'y réfléchir très sérieusement aujourd'hui. C'est vraiment une réflexion en pleine effervescence. Donc on ne va pas le trancher, mais voilà, il y a ça. Probablement que c'est plutôt une expressivité qui est récente. Et je ne pense pas que ce soit la transidentité qui soit responsable de la phobie sociale. Mais par contre, c'est une des expressions sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Et justement, en quelques mots, la transidentité, c'est quoi? La transidentité, je pense que Christophe en a très bien parlé tout à l'heure, hein, c'est, pour faire très simple, cette conviction qui n'est pas discutable, qui n'est pas argumentable, ce n'est pas une construction mentale de l'ordre de l'intellectuel, l'intellectualisation du monde, la compréhension du monde, c'est de mettre en mots ce qu'on ressent et qu'on ne peut pas ne pas ressentir. Voilà. Et donc, ça repose sur le fait qu'on se ressent très différent de ce qu'on avait dit qu'on était à la naissance, comme Christophe l'a très bien exposé tout à l'heure, avec différentes situations sur lesquelles tu es intervenu, donc je ne vais pas reprendre. Voilà. Et le parcours de transition? Alors ça, c'est autre chose. Le parcours de transition, c'est comment la personne et son entourage, ou ses entourages pour être plus précis, vont faire en sorte que finalement cette tension très forte dans l'identité et dans les relations sociales vont pouvoir s'apaiser. Alors comme il y a beaucoup de transidentités, on l'a vu tout à l'heure, c'est très très variable, il n'y en a pas une qui soit plus légitime que l'autre, voilà. Il y a aussi des processus de transition très différents d'une personne à une autre, que ce soit dans ce que les personnes et leurs entourages, encore une fois on reviendra là-dessus, je crois qu'on ne peut pas, et on est bien d'accord, travailler la transidentité simplement avec la personne en question, il faut travailler avec l'entourage. Donc ce que tout le monde s'accorde à faire ou à ne pas faire, qui peut être très différent d'une personne à l'autre, donc ça c'est dans ce qu'on fait, mais c'est aussi la chronologie avec laquelle on le fait. Les seules limites étant
les ressources d'accompagnement, qu'elles soient médicales ou pas médicales. Et puis, il y a des choses qui biologiquement on ne peut pas faire à un moment qui fait limite. Ce n'est pas les médecins, par exemple, qui font limite. C'est simplement les exigences biologiques qui font qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Si jamais on avait l'idée de le faire. Ce qu'on voit souvent, c'est que, surtout quand il s'agit d'adolescents ou d'adolescentes, c'est qu'au moment de l'adolescence, on a le corps qui change. Si vous avez un corps, par exemple féminin, et que vous savez que vous êtes un garçon, le moment de la puberté, c'est évidemment un moment difficile. Parce que vous avez les caractères sexuels secondaires qui s'expriment. Et si vous êtes un garçon et que vous avez la poitrine qui se développe ou les règles qui apparaissent, ça devient vraiment très très compliqué. Et donc, souvent, on a des ados qui vont centrer leur sujet sur leur transidentité, sur cette question physique, qui va regarder les médecins. Et comme le disait Marc, il y a des choses qui peuvent être mises en place et d'autres on ne peut pas avancer aussi vite qu'on voudrait. Par contre, ce sur quoi on peut avancer relativement rapidement, c'est le lien aux autres. Et si la famille a compris la situation de l'ado, on peut travailler sur la sécurisation du lien, on peut en parler, on peut traiter le sujet à l'école, on peut traiter le sujet, si ce sont des personnes un peu plus âgées, au travail. Et nous, on s'aperçoit qu'en fait, en termes de santé mentale, les personnes trans qui sont accompagnées dans leur famille, dans leur environnement scolaire, dans leur environnement social, sportif, etc., elles vont beaucoup mieux. Et la pression sur le corps, sur ce qu'on ne peut pas toujours faire tout de suite sur le corps, cette pression, elle baisse. Et vraiment, c'est important en fait que les familles comprennent qu'elles ont un rôle vraiment central sur l'équilibre et l'avancée, la progression de leur enfant dans cette transition. Après, on pourra aussi travailler sur les questions juridiques. Il est possible, depuis 2016 en France, de changer l'état civil des personnes transgenres. Elles peuvent changer leur état civil. Alors, changer le prénom quand on est mineur, mais déjà changer le prénom nous, on accompagne beaucoup de collégiens et de lycéens, et à Tours, j'imagine que c'est la même chose, mais l'entrée au lycée avec le vrai prénom, le prénom qui correspond à mon genre, c'est un soulagement considérable par rapport aux années collège où on a été mégenré, comme on dit, etc. Donc voilà, on a ces axes de progrès qui sont vraiment intéressants à développer. En termes de lexique, c'est vrai qu'on oppose très souvent la tension dont tu parlais tout à l'heure ou la pression dont tu parlais, dysphorie de genre et euphorie de genre. Dysphorie de genre, eh bien, évidemment, c'est cette pression, cette tension, cette douleur que l'on ressent avec cette incohérence entre ce que je ressens et ce qui est le regard que l'on porte sur moi depuis toujours. Et l'euphorie de genre, eh bien, c'est je me sens exactement à ma place et je me sens exactement qui je suis. Et passer par parcours de transition, que ça peut être social, donc ce que tu disais avec les pronoms et le prénom, peut participer de manière incroyable, fabuleuse, à l'euphorie de genre. C'est-à-dire que la personne se dit, on ne me mégenre pas, on me genre correctement, on respecte mon identité, on me considère exactement comme je me ressens. Transition administrative, c'est exactement ce dont tu parlais aussi, puis transition médicale. Les trois ne sont pas ni chronologiques, ni ne s'excluent pas. On n'est pas obligé d'aller au bout de tout. En fait, il y a autant de transidentité qu'il y a de personnes trans. Ça, je pense qu'on l'a suffisamment dit pour que je n'ai pas à me répéter sur ça. Mais il n'y a pas non plus de transition finie. Il n'y a pas de finalité dans les transitions. Les personnes s'arrêtent exactement là où elles se sentent de s'arrêter si ça lui convient parfaitement. Oui, donc du coup, c'est vrai quand on entend Vincent, voilà, ça peut effectivement faire peur, ces mots de transition. On pourrait tout à fait imaginer un changement de prénom et c'est pas juste, mais en tout cas, l'acceptation par son entourage, et c'est ce que vous dites en fait aussi depuis le début, c'est que cette question d'identité, elle est aussi en lien avec les autres. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent aussi ma propre identité. Et si moi, je choisis de vous dire je m'appelle un tel, comment le reste suit. Donc, effectivement, l'environnement scolaire, la famille, et puis comment, ça aussi, moi j'ai lu des témoignages de parents qui ont cette difficulté à donner le nouveau prénom.
Et pour autant, on voit la joie reçue par le jeune de se sentir considéré avec ce nouveau prénom. Quelles sont les principales difficultés qui sont rencontrées par les familles que vous rencontrez pour justement accompagner au mieux ces jeunes en transition? Exactement ce que tu disais, c'est-à-dire ce décalage incroyable entre la facilité avec laquelle les personnes concernées vont dire bah, moi je m'appelle un tel ou une telle, mes pronoms c'est ça, voilà comment je décide de me présenter au monde, enfin je décide de m'assumer, encore une fois le choix inné, on l'a bien compris, ce n'est pas quelque chose de choisi. Et il y a un décalage avec les parents qui ont de la difficulté, et je veux dire, on n'est pas là pour blâmer la parole des familles ou la parole des parents, qu'il y ait une difficulté à s'accorder, qu'il y ait une difficulté de passer de il à elle ou inversement, de changer de prénom, de genrer correctement, ça prend du temps. Bien évidemment, très souvent, les personnes concernées vont bien comprendre qu'il ne s'agit dans le cas de leur famille, et ça dépend des cas encore une fois, en tout cas les familles dans la grande largeur que j'accueille avec ma collègue et les bénévoles au centre LGBTI Touraine, ce n'est absolument pas empreint de malveillance. C'est une difficulté notoire il faut quand même se figurer que ce sont des projections émises sur des années à anéantir, ça prend beaucoup de temps, et donc nous on essaye d'être extrêmement bienveillants. En général, les personnes concernées comprennent très bien que c'est absolument pas de la malveillance, que c'est une gymnastique d'esprit et que c'est compliqué de sortir parfois un peu des carcans comme les pronoms par exemple. Marc le disait tout à l'heure, la personne trans, au moment de l'annonce de son identité de genre à ses proches, ça fait des années qu'elle travaille le sujet, qu'elle a trouvé les mots, qu'elle a trouvé sa réalité, et quand elle l'annonce, ça tombe tout d'un coup sur les parents, et parfois, les jeunes trans pourraient avoir envie que les parents prennent le train à la même vitesse qu'eux. Sauf que, bah voilà, il y a un moment, il peut y avoir un moment un peu de surprise, voire de sidération. Il va falloir s'habituer. Et ça prend un petit peu de temps. Et donc, c'est notre rôle aussi d'accompagner et les parents qui culpabilisent beaucoup parfois, et les jeunes qui sont parfois, qui mettent un peu la pression pour qu'en fait ça se passe bien. Et puis effectivement, la plupart du temps, on est vraiment surpris. Nous, on s'est fait la réflexion au centre LGBT+ d'Orléans. En fait, on n'a jamais reçu autant de parents dans nos locaux que depuis qu'on reçoit des jeunes trans. On reçoit beaucoup plus de parents de jeunes trans qu'on ne recevait de parents de jeunes homos. On a beaucoup de parents qui viennent nous voir en nous disant on a besoin d'être aidés. Et on trouve ça quand même vachement bien. Ça veut dire que, en fait, la situation, on peut avancer. Voilà. Après, les parents, ils vont avoir peur des réactions de l'entourage, comment on va en parler, comment les autres vont réagir dans la famille, des amis, les voisins, etc. Mais en fait, globalement, je trouve que voilà, il y a toujours des gens qui coincent, mais ça, malheureusement, c'est comme ça. Mais globalement, ça se passe plutôt pas mal. Alors, on entend aussi beaucoup de choses. La première, c'est la culpabilité des parents. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'ai raté? Qui peut exister d'ailleurs sur déjà divers sujets autour de la parentalité, ce sentiment de culpabilité. Et puis, je pense aussi que vous devez sans doute avoir c'est une passade. Alors peut-être, est-ce que effectivement aussi vous avez des témoignages qui disent aussi, la vie est aussi mouvante et peut-être que parfois il y a effectivement d'affirmation de quelque chose et puis après on est passé à autre chose. Est-ce que dans ces deux volets, là, la culpabilité et puis le côté un peu c'est une passade, c'est aussi des choses que vous entendez? Et qu'est-ce que vous répondez aux parents que vous accueillez? Parce que tous les trois, vous accueillez au sein des structures, vous proposez des espaces de rencontre avec les parents. Par rapport à la culpabilité, c'est vrai que on en parle pour les questions des transidentités, mais on peut en parler également par rapport aux orientations sexuelles, qui sont là encore nombreuses. Très souvent, des parents peuvent dire « Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mon enfant est homosexuel. » Oui, mais enfin, il y a énormément de personnes homosexuelles qui sont issues de parents hétérosexuels. Et du coup, je veux dire, il n'y a pas de lien de cause à effet. Ça peut être le cas aussi pour les questions de transidentité. Une personne trans est parfois issue d'un couple cisgenre, en tout cas composé de deux membres cisgenres. Il n'y a absolument pas de lien. En fait, je ne sais pas si c'est très clair dans l'esprit des parents, parce qu'on peut souvent se demander qu'est-ce que j'ai fait, c'est forcément de ma faute, j'ai créé quelque chose dans l'éducation. Ça n'est pas de ce ressort-là en réalité, puisqu'on parle de quelque chose, encore une fois,
profondément intime et profondément individuel. Les parents ne sont pour rien, ni dans l'orientation sexuelle, ni dans l'identité de genre de leurs enfants. Il va falloir qu'ils s'habituent à cette idée-là. Ils n'y sont pour rien. Je pensais aussi à quelque chose. Alors effectivement, on ne l'a pas en question, mais on a quand même préparé cette émission et on a eu beaucoup de témoignages. Une question aussi sur moi j'ai déjà observé que tout petit mon petit garçon il aime particulièrement jouer avec des jouets de filles, il aime particulièrement mettre du vernis à ongles, des robes. Alors c'est plus marquant je pense dans ce sens-là qu'une petite fille qui joue au camion et qui adore le foot, même s'il y a aussi des réflexions dans ce sens-là. Est-ce que vous quand vous avez des questionnements de parents sur ce type de réflexion, vous vous dites il n'y a rien de particulier à dire, ou alors au contraire il y a quelque chose à observer, ou il faut attendre que l'enfant se manifeste de quelque autre façon? Étant donné que probablement il y a des choses qui se passent et qu'on a dit tout à l'heure que chez beaucoup d'entre eux il y avait une sorte d'inhibition, ils faisaient tout pour que ça ne s'exprime pas, que ça s'exprime ou ça ne s'exprime pas, ça ne dit pas grand-chose et donc on n'en fait pas grand-chose dans les consultations. Il y a effectivement une grande proportion où effectivement il y avait des attitudes qui étaient plutôt rapportées à l'autre genre que celui dans lequel l'enfant était censé être. Mais bon, c'est pas le cas chez d'autres et ils sont pas moins transgenres que les précédents. Donc non, on n'en fait pas grand-chose. Et puis c'est aussi notre filtre des stéréotypes. Hein. Je pose la Oui, question c'est exprès ça. parce qu'elle elle est quand même très courante et légitime aussi, je pense. Enfin, on a le droit de se poser ces questions en tant que parents. Mais c'est vrai que c'est parce qu'on nous a aussi habitués et la société nous a habitués à effectivement avoir ce côté binaire, fille-garçon, et qu'on peut se dire surpris de voir que notre enfant, fille ou garçon, ne rentre pas dans des cases qui sont celles que la société nous donne, en fait. Il y a bon nombre d'études sociologiques où on fait assister des parents à des moments de jeu entre enfants et on laisse des malles ouvertes avec des Barbie ou des Action Man. Hein. Et puis les enfants vont aller sous le regard de leurs parents choisir un petit peu. Je veux dire, ça s'intègre très rapidement. Tout à l'heure, Marc, tu disais à 2 ans, on a quand même un peu connaissance, on commence à avoir des connaissances. C'est pareil pour ce qui est attendu de nous. Hein. Et on a fait l'expérience similaire, mais en notant les parents de la salle. Et on remarque que les petites filles des 2-3 ans intègrent beaucoup plus que les petits garçons. Hein, donc les petites filles savent à peu près ce qui est attendu d'elles, ce qui est assez fou, et vont quand même se diriger vers les Barbies, pas parce qu'elles préfèrent les Barbies, mais parce qu'elles ont intégré la chose. Les garçons sont beaucoup plus fluides, c'est-à-dire que si je vais aller jouer avec une poupée, je vais jouer avec une poupée. Il n'y a pas mes parents, c'est ça l'important. Il n'y a pas de pression sur moi qui repose sur moi. Là-dessus aussi, je pense qu'il faut aussi se questionner. C'est très intéressant, c'est des questions extrêmement enrichissantes. Ça ne veut pas dire grand-chose. Un jouet, c'est un jouet. Un vêtement, c'est un vêtement. Une couleur, c'est une couleur. Voilà, il n'y a pas plus de, je pense, sens que ça à trouver derrière. En tout cas, ça ne va pas dire grand-chose, je pense, de l'identité de genre ou de l'orientation sexuelle de quelqu'un, préférer telle couleur ou préférer tel jouet. La conformité à un stéréotype ou la non-conformité ne prouve rien ni en termes d'orientation sexuelle ni en termes d'identité de genre. Il faut qu'on laisse les gens tranquilles avec cette conformité ou cette non-conformité au stéréotype. Ça gâche la vie de beaucoup de gens en fait, ces stéréotypes. Je voyais l'autre jour une mamie vouloir acheter une guitare rose pour sa petite fille. Mais pourquoi une guitare rose? Moi je crois que quand j'étais enfant les guitares étaient couleur guitare, mais on en est à faire des guitares roses pour les filles et des guitares bleues pour les garçons. C'est peut-être une volonté de conformité aux stéréotypes un peu excessive. Mais par rapport à tout ce qu'on disait tout à l'heure, ça a aussi des implications, hein, parce que on a parlé des demandes de transformation, à la fois donc administrative, ça c'est une chose, hein, toute la transition sociale, mais aussi la transition médico-chirurgicale. Et je ne sais pas si tout le monde partagera mon point de vue, mais moi j'ai vu depuis les années où je reçois des jeunes trans ou en questionnement, leurs demandes, notamment par rapport à tout ce qui est chirurgie génitale, refluer, parce que l'acceptation de leur entourage est plus grande. C'est-à-dire que des fois, souvent pour se sentir bien, ils sont obligés d'affirmer quelque chose
comme si c'était une sorte de dialogue avec l'entourage qui ne veut pas voir, qui ne veut pas. Donc il y a aussi une question à se poser, est-ce que finalement, en n'accompagnant pas la transition de ces jeunes-là, on ne les oblige pas, comme on le voit dans d'autres secteurs du fonctionnement, alors pour le coup adolescent, hein, à en faire toujours plus pour se faire reconnaître pour qui on est. C'est aussi une question. De ce point de vue-là, le changement de la loi en 2016 pour l'état civil, avant 2016, une personne transgenre ne pouvait pas faire changer son état civil sans avoir subi plusieurs années de psychiatrie, plusieurs années de traitements hormonaux et des opérations chirurgicales définitives, stérilisantes, Castration. irréversibles. Et seulement après, elle pouvait faire changer son état civil. Aujourd'hui, la loi a déconnecté complètement ces deux éléments. Aujourd'hui, on a des jeunes qui ont 18 ans et quelques mois et qui ont un état civil conforme à leur genre, alors qu'à vrai dire, ils n'ont évidemment pas subi d'opération chirurgicale, ou en général pas, et parfois aucun traitement médical. Et la pression de la demande chirurgicale et médicale, elle est moins forte aujourd'hui parce que, ça y est, en fait, ma famille a compris mon genre, mon école a compris mon genre, je passe mes diplômes, j'ai mon vrai prénom sur les diplômes, et pas un prénom qui ne correspond pas à mon genre, etc. Et du coup, je vais pas mal, quoi. Et vraiment, la pression sur le corps, c'est souvent une inquiétude des parents. C'est oulala, dans quoi on s'engage, il va y avoir des... Mais en fait, effectivement, je suis d'accord avec Marc, cette demande sur les opérations reflue. Aujourd'hui, il y a des personnes transgenres qui ont fait des opérations très limitées, voire pas d'opération. La seule qui ne reflue pas, dans mes consultations, c'est la mammectomie. C'est ça. C'est-à-dire que pour un garçon trans, avoir une poitrine, c'est insupportable. Ça reste insupportable. Par contre, tout le reste, y compris le fait d'avoir une anatomie qui n'est pas en accord avec le genre, ça pose peu ou pas de problème parfois à un certain nombre de personnes. Comme effectivement dans tous nos propos depuis le début, on accentue sur le fait que c'est vraiment l'accompagnement aussi de l'entourage et des familles autour. Hein. Vous disiez la fratrie aussi, on parlait de grands-parents. Enfin, quels sont, vous, dans les structures dans lesquelles vous exercez, les lieux ressources? Du coup, c'est peut-être l'occasion de présenter effectivement vos structures. Alors après vos présentations, on aura de toute façon un PPT qui remontrera toutes les ressources et puis des livres et sites internet que vous nous avez proposés. Mais là, est-ce que vous pouvez nous dire chacun vos structures? Est-ce qu'elles accueillent des parents? Est-ce qu'elles accueillent des jeunes? Est-ce qu'elles accueillent à des instants parents et jeunes en même temps? Ben voilà, comment vous fonctionnez Eh bien, donc, moi, je travaille au centre LGBTI Touraine. J'y suis chargée d'animation. Et effectivement, au sein du centre, on a l'habitude de recevoir bon nombre de parents, que ce soit le groupe de parole Café Arc-en-Ciel, donc pour accueillir tout type de famille, hein, qui souhaitent fonder une famille ou qui l'ont fait, et auquel cas le but c'est d'échanger, d'être en autosoutien, et également le groupe de parole à destination de parents et proches d'enfants trans ou en questionnement, qui se tient donc une fois par mois. Le but n'est pas pour les bénévoles ou les salariés d'animer quoi que ce soit. Je veux dire, moi, encore une fois, en tant que personne non concernée, je n'ai pas forcément grand-chose à dire sur le sujet. Bon, peut-être que le live de ce soir prouve pas ça, mais dans ce cas précis, en tout cas, je n'ai pas forcément vocation à m'en mêler. Les parents viennent. Chaque situation, on l'a bien compris, est extrêmement, sont vraiment très variables et très variées. Et chacune va pouvoir s'exprimer sur sa position de parent, les difficultés rencontrées. On a tendance à proposer à ce que les parents se rencontrent sans les enfants. Les enfants peuvent venir nous voir au centre en ce qu'on appelle des accueils spontanés ou des rendez-vous. Ils peuvent également venir en permanence d'accueil et d'écoute qui se tiennent au centre le mercredi et le samedi. En collectif ou en entretien individuel, tout est OK avec les jeunes du moment que le jeune est d'accord et que les parents également. On a plutôt pensé ce groupe d'autosoutien pour les parents afin que les uns et les autres puissent s'exprimer de manière à ne pas froisser l'enfant, de manière à pouvoir aussi libérer la parole. Les parents ont des choses à dire. Le but encore n'est pas de blâmer quoi que ce soit ou de culpabiliser. Toute parole, si c'est fait dans un vœu d'accompagner qualitativement son enfant, je pense qu'on peut tout entendre et les parents entre eux sont extrêmement bienveillants et plein de conseils et plein de ressources. Voilà pour le centre LGBTI Touraine. Alors là, on a des modalités qui sont différentes, mais les objectifs sont les mêmes en fait. En fait, on a fait le même constat évidemment qu'à Tours, c'est que les personnes trans, y compris les jeunes, trouvent des informations
créent des liens avec d'autres personnes trans sur les réseaux, etc. Alors que les parents, on a constaté qu'ils étaient très très isolés. Ils ne connaissent aucun autre parent dans la même situation qu'eux, ils ont l'impression qu'il n'y a qu'à eux que ça arrive. Et donc vraiment l'idée, on fait un peu la même chose, nous c'est peut-être un petit peu moins fréquent, voilà, un groupe de rencontres de parents sans leur enfant ou leur ado trans, pour qu'ils puissent parler très librement, sans risquer. Des fois, on les voit qui se censurent, les parents, pour pas blesser leur enfant, parce qu'ils sont pas sûrs du vocabulaire. Voilà. Donc là, au moins, ils peuvent dire les bêtises qu'ils veulent. Ils sont entre parents, et puis ça leur permet voilà, d'échanger sur leurs expériences, leurs difficultés, leurs solutions, etc. Et c'est vraiment, on s'aperçoit que ça apaise beaucoup les parents ces moments-là. Et puis, donc nous, à Orléans, au centre LGBT+ d'Orléans, en fait, on est ouvert tous les après-midi sans rendez-vous. Et donc, on reçoit aussi, en individuel, là pour le coup, tous les après-midi sans rendez-vous, on reçoit les personnes qui viennent. Donc, ça peut être des jeunes trans ou des adultes trans, ça peut être des parents, ça peut être des proches, et on les reçoit individuellement voilà, quand ils viennent. Donc moi j'interviens sur deux structures qu'on verra dans le diaporama. C'est à la fois la maison des adolescents et puis comme on l'a dit tout à l'heure l'hôpital, hein, où j'ai une consultation justement spécialisée sur la question de l'identité de genre. Disons qu'à la maison des ados, il y a un accueil de premier niveau, c'est pas moi qui l'effectue, hein. Il y a des personnes qui sont chargées de ça et qui me transmettent certaines situations qui peuvent être effectivement des situations de jeunes trans. Et puis à l'hôpital, il y a ma consultation que malheureusement je suis en train de fermer un peu pour des raisons liées aux situations personnelles, donc ça n'a pas de... Ce qui est important de dire, mais vous l'avez compris, c'est-à-dire que là, par contre, je n'ai pas de lieu où je travaille uniquement avec l'adolescent, sauf si c'est une demande et que c'est plus logique de le faire. Mais par défaut, je travaille toujours avec les adolescents et les familles, parce que il n'y a que comme ça qu'on arrive à avoir une compréhension globale de la situation et de générer des solutions avec lesquelles tout le monde est d'accord et une partie ne va pas lutter contre ce qui a été décidé hors de sa présence. Voilà, puisque là on n'est pas dans simplement un groupe de ressources de parents, mais on est vraiment dans quelque chose qui est plus de l'ordre du soin et des décisions à prendre sur un parcours de soins. Et pas par rapport à la transidentité, encore une fois. Hein. C'est qu'il y a un certain nombre de trucs qui ont été rappelés tout à l'heure, qui nécessitent aussi... Je voudrais juste dire une chose, parce que je n'ai pas eu le temps de le dire, mais je pense que c'est important. Je veux rappeler aux familles que aller voir un psy, c'est pas pour faire un diagnostic positif de transidentité. C'est-à-dire pour dire, oui, votre enfant est bien transgenre. Ça ne relève pas de la médecine, puisque c'est une caractéristique personnelle sur lequel la médecine en tant que telle n'a rien à dire. Par contre, les psychiatres sont amenés à être consultés pour dire que ce n'est pas la transidentité et qu'il s'agit d'autre chose. Petit exemple, quelqu'un qui serait délirant sur le genre, hein, en disant des extraterrestres m'ont changé mon genre. On n'est pas dans la transidentité, on est dans le trouble psychique. Et puis, il y a aussi des arrêts de développement pour des raisons diverses qui peuvent se servir aussi de la question du genre pour signaler leur mal-être. Il est important que les psychiatres puissent dire non, c'est pas de la transidentité. Enfin, a priori, il y a d'abord un problème qu'on va gérer dans un premier temps. Donc là, pour pouvoir travailler tout ça, il faut forcément être avec les familles. Oui, ça vraiment c'est le ensemble, quoi. Du coup, donc dans le document ressources, on a aussi signifié d'autres structures, hein, l'espace santé jeune, le planning familial, le centre de santé sexuelle, et puis aussi, vous parliez tout à l'heure des réseaux, donc après on a aussi une proposition de bibliographie, de sites internet. Et notamment, c'est vrai qu'on parlait des réseaux, enfin des écrans, etc. C'est aussi des façons. Moi, j'ai trouvé aussi la brochure sur la transidentité très intéressante. Je pense qu'il y a plusieurs phases aussi
pour les parents, c'était un peu l'idée aussi de ce soir, de donner des clés de compréhension, peut-être de dire aussi que on n'est pas obligé de tout comprendre tout de suite, peut-être que c'est des choses pas à C'est de pas. réflexion. déjà. Voilà, Mhm. et puis qu'effectivement on est aussi baigné dans une société, comme on l'a dit, et c'était le pas de côté aussi du départ, de dire ici en tout cas là où on est aujourd'hui, c'est très binaire et c'est difficile de sortir aussi de cette image-là, on est baigné dedans en permanence. Mais quels sont les moyens que je peux avoir pour ne pas rompre le dialogue et la communication avec mon enfant si ce sujet est le sujet de préoccupation en ce moment. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous partager ou quelque chose sur... Alors, peut-être juste pour ouvrir un petit peu, on a parfois des parents qui sont confrontés à des situations où une administration, un établissement scolaire, qui sont en difficulté avec la transidentité de leur enfant. Il ne faut pas que les familles hésitent à revenir vers nous. On est habitué à faire le lien aussi avec les administrations. Dans nos départements, on l'a fait avec tout ce que vous pouvez imaginer. Quand on est une personne transgenre, par exemple, notre numéro de sécu va changer. On a accompagné un certain nombre de CPAM pour qu'elles comprennent bien la situation des personnes transgenres. On a accompagné, dans le Loiret, on en est à 17 établissements scolaires qu'on a accompagnés il y a une circulaire de l'Éducation nationale qui traite de cette question-là, mais les professionnels des établissements scolaires ne sont pas toujours très habitués à ces sujets-là. On va accompagner les équipes pédagogiques. Donc il ne faut pas que les familles hésitent à revenir vers nos associations pour demander un coup de main sur le lien encore avec ces différentes structures. Oui, et puis un volet aussi administratif en fait. Pas que le soutien, vous parlez beaucoup du soutien de l'entraide, aussi ce volet-là. Et en plus, bien rappeler l'importance de ne pas rester seul, que ce soit sur des questions juridiques, que ce soit sur des questions de harcèlement, soit à l'école, soit au travail. Nous sommes des associations ou des instances, et en tout cas des personnes qui peuvent se mobiliser sur le terrain, qui peuvent essayer, en tout cas si nous, on ne peut pas y répondre, aller vers des partenaires ou des gens de notre connaissance. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce soit les transidentités, les questions d'identité de genre, que ce soit les questions d'orientation sexuelle, on a la loi avec soi. On a la loi avec ça, avec soi. Donc il y a absolument, on n'est pas seul, et si des démarches sont à entamer, il faut s'armer énormément et mobiliser les associations, les instances présentes sur son territoire. Puis je conclurai dans le même esprit. Je crois qu'effectivement le risque ce serait de rester seul sur son compte à soi, parce qu'on sait que bien accompagner ces situations sont quand même celles qui évoluent favorablement d'une façon tout à fait inhabituelle par rapport à d'autres problématiques qui sont parfois au départ qui paraissent beaucoup moins importantes que celles-ci. Voilà, moins problématiques. Alors que là, on a des améliorations qui sont absolument spectaculaires, qu'on voit rarement dans nos métiers. Oui. Et peut-être même des fois du dialogue qui rentre dans des familles où il n'y avait pas forcément de dialogue. C'est ça. En plus, ça peut être un plus. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison que les jeunes trans n'aillent pas bien. Il n'y a pas de raison. Tout à fait. Merci. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission et de nous avoir fait part de vos ressources et vos témoignages. Donc cette émission est disponible en replay. Vous pouvez la retrouver sur le site Parents Touraine ou sur la chaîne YouTube des Mardis de la Parentalité, ainsi que le diaporama avec les ressources des structures ressources et puis également des livres et sites internet. Nous vous retrouverons la prochaine fois le mardi 10 octobre pour une émission qui s'appellera Intimité, Sexualité, Amour et qui viendra d'ailleurs un peu en complément de cette émission que nous avons aujourd'hui abordée sur le genre. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt.